Un indice caché et un nouveau profil ADN non identifié dans une affaire de meurtre qui pourrait ne pas être aussi simple qu'elle n'y paraît au premier abord. De nouveaux documents révélés montrent que l'ADN d'une personne mystérieuse a été retrouvé en lien avec l'adolescente de Floride, tuée à bord d'un navire de croisière Carnival. Elle s'appelle Anna Kepner. Et ce nouveau profil ADN soulève de nouvelles questions concernant les preuves contre son frère par alliance. Le suspect principal, Timothy Hudson. Et il y a des comportements glaçants. Les enquêteurs exposent pour la première fois ce que Timothy Hudson, le jeune homme de 16 ans, aurait fait la nuit où il aurait tué sa sœur par alliance. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Pendant des mois, une grande partie de ce que les enquêteurs disent s'est passé à bord d'un navire de croisière Carnival la nuit où Anna Kepner, âgée de 18 ans, est décédée et restée cachée. C'était un immense mystère. De nouveaux documents judiciaires récemment rendus publics offrent aujourd'hui l'image la plus claire de l'enquête du FBI et révèlent des détails soulevant de nouvelles questions dans une affaire déjà choquante. Certains de ces détails n'étaient pas attendus. Voici Timothy Hudson arrivant à Miami la semaine dernière pour une audience concernant la question de savoir s'il devait être détenu en attendant son procès. Il a 16 ans, a montré peu d'émotion, voire aucune, en entrant dans la salle d'audience. Son père était à ses côtés. Malgré les accusations de meurtre et d'agression sexuelle, ce jeune de 16 ans n'est plus détenu et vit chez des proches selon les conditions du tribunal. Maintenant, comme Hudson a été initialement inculpé en tant que mineur dans cette affaire, une grande partie du dossier et de l'enquête a été mise sous scellé. Mais maintenant, il est poursuivi devant un tribunal pour adultes, et des parties importantes de l'enquête ont été rendues publiques pour la première fois. Et ces documents, plus de 140 pages, exposent ce que les enquêteurs pensent que s'est passé à bord du navire de croisière. Ils révèlent aussi de nouvelles preuves, des chronologies inédites et un rebondissement inattendu concernant des preuves ADN dont nous n'avions pas connaissance jusque-là. Alors, voyons ce que les autorités disent, c'est passé. Nous allons également examiner certaines de ces informations nouvellement publiées qui viennent d'être révélées. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter au début, c'est-à-dire au 2 novembre de l'année dernière. C'est à ce moment-là qu'Anna Kepner et sa famille sont montés à bord d'un navire de croisière Carnival à Miami. Cela devait être de belles vacances. Mais les conditions de vie à bord de ce navire de croisière sont certainement à noter dans cette affaire. Anna Kepner, âgée de 18 ans, partageait une cabine avec son demi-frère de 13 ans et son beau-frère de 16 ans, et ce beau-frère de 16 ans s'appelle Timothy Hudson. De l'autre côté du couloir, il y avait le père d'Anna, Christophe Kepner, et sa femme, une femme nommée Chantelle, qui était la mère biologique de Timothy Hudson. Il y avait aussi deux demi-sœurs d'Anna, ce sont des mineurs, qui séjournaient dans la chambre avec les parents. Dans l'ensemble, la croisière s'est déroulée comme prévu. La famille a voyagé sur ce navire vers plusieurs destinations caribéennes, dont Cozumel au Mexique. Mais ensuite, le 7 novembre, cette histoire devient une tragédie. Les documents montrent que des membres de l'équipage ont nettoyé la chambre 8343 ce matin-là, découvrant alors le corps d'Anna Kepner, 18 ans. Selon les enquêteurs, elle avait été enveloppée dans une couverture et cachée sous son lit. Ils écrivent, je cite, que quelqu'un semblait avoir tenté de la dissimuler. Ensuite, le FBI a été appelé car il gère ce type d'enquête sur les navires de croisière et en eau internationale. Le FBI monte à bord et interroge la famille. Et ensuite, il regarde la vidéo de surveillance du navire, et c'est un élément très important. Les agents ont également parlé au demi-frère d'Anna, ce garçon de 13 ans qui partageait la chambre avec Anna, et le suspect du meurtre, Timothy Hudson. Après le dîner, la nuit où Anna est décédée, elle est retournée dans la chambre car elle ne se sentait pas bien. Mais ensuite, le garçon de 13 ans essaie de retourner dans cette même chambre pour aller dormir. Et il dit que lorsqu'il a ouvert la porte de cette cabine, je cite, T, que nous savons maintenant être Timothy Hudson, a tendu le bras pour bloquer l'entrée de la chambre et n'a pas permis au jeune témoin d'entrer, en criant, je cite, Attends, n'entre pas. C'est louche, pour le moins, mais je ne pense pas qu'à ce moment-là, quelqu'un aurait pu anticiper ce qu'on allait trouver dans la chambre et l'histoire que nous couvrons maintenant depuis des mois. Ce témoin de 13 ans a dit que toutes les lumières de la cabine étaient allumées et que les portes de la salle de bain et du placard étaient ouvertes. Hudson aurait alors forcé le garçon de 13 ans à attendre dans le couloir devant la cabine. Puis, après un certain temps, il l'a laissé entrer. Donc, le FBI présente ensuite une chronologie de ce que, selon eux,
Hudson aurait fait d'après l'analyse de cette vidéo de surveillance. Et c'est extrêmement important quand on pense à l'argumentaire que les procureurs vont présenter. Donc, à 19h35, la nuit où Anna Kepner meurt, les documents affirment que Timothy Hudson se rend dans la cabine qu'il partageait avec elle. Puis, 3 minutes plus tard, à 19h38, Anna Kepner est vue entrant dans la cabine. C'est la dernière fois que les autorités la voient vivante. Puis, à 7h51, le demi-frère de 13 ans, Dana, essaie d'entrer dans la chambre et il repart rapidement après. Puis à 22h13, Timothy Hudson quitte la cabine seul. Les enquêteurs disant que, durant l'heure suivante, il y a beaucoup d'entrées et de sorties de cette chambre. Citation. En ouvrant la porte de la cabine à 22h13, T, qui est Timothy Hudson, est vu en train de regarder à gauche et à droite dans le couloir, semblant vérifier si quelqu'un s'y trouve. Et ensuite, il sort de la cabine 8343, et c'est la seule fois où Hudson fait ce geste en franchissant la porte de la cabine. Les documents montrent ensuite que Hudson entre et sort de la cabine 2 fois de plus, entre 10h12 et 10h10:49. Puis, à 10h53, il met un pancarte « Ne pas déranger » sur la porte. Il retourne ensuite à la cabine juste après 23h, et peu de temps après, à 23h21, le demi-frère mineur entre dans la cabine et il a dit au FBI qu'il n'a pas vu sa sœur à l'intérieur de la cabine. Il repart ensuite quelques minutes plus tard. À 23h23, Hudson serait entré et sorti de la cabine à 23h44, puis juste après minuit à 00h09. Vous voyez ensuite le garçon de 13 ans qui essaie d'entrer dans la cabine. Et c'est à ce moment-là que Timothy Hudson lui aurait dit de ne pas entrer et l'a forcé à attendre dans le couloir. Il entre ensuite dans la chambre et il est allégué que le garçon de 13 ans dort alors dans cette cabine, sans savoir que le corps de sa demi-sœur se trouve sous le lit. Hudson aurait déclaré à des membres de sa famille qu'il ne se souvient pas de ce qui s'est passé la nuit où Anna est morte. Mais ensuite, on peut se demander, quand on entend parler de ces déplacements la nuit où Anna est morte, à quel point cet argument pourrait-il être solide? De plus, on entend parler de ce qu'il a fait avec le téléphone portable d'Anna, dont nous allons parler dans un instant. Cela pourrait également être extrêmement accablant pour la défense. Le lendemain matin, après qu'Anna aurait été tuée, son corps est retrouvé. Et les documents montrent qu'à 11h27 du matin, Timothy Hudson est vu en train de passer devant la cabine où il y avait de l'agitation parmi l'équipage qui essayait de comprendre comment cette jeune femme était morte. Et c'est glaçant si c'est vrai ce que Timothy Hudson aurait fait. Selon les documents, je cite, il ne fait aucun effort pour regarder et voir ce qui se passe à l'intérieur, même si de nombreuses personnes sont encore dans la cabine avec la porte ouverte. Il regarde droit devant lui et s'éloigne. On pourrait penser que s'il y avait beaucoup d'agitation dans la pièce où vous séjourniez avec votre famille, vous jetteriez au moins un coup d'œil, à moins que vous ne prétendiez déjà savoir ce qui était arrivé à la jeune femme avec qui vous partagiez cette chambre. Salut les gars, gérer une entreprise est déjà assez difficile. Alors pourquoi compliquer les choses en faisant tout manuellement ou en utilisant des dizaines d'applications qui ne communiquent pas entre elles? C'est là qu'intervient notre sponsor, Odoo. C'est une plateforme de gestion d'entreprise tout en un, avec une suite complète d'applications intégrées, qui connectent parfaitement toutes vos opérations, de la vente et la comptabilité à la production, et même à l'expédition. Odoo génère automatiquement des bons de commande, des factures professionnelles et attribue des équipes de vente. Il envoie des mises à jour par email à chaque étape de la vente et utilise l'IA pour extraire des rapports, facilitant la prise de décision. Pour la production, leurs applications peuvent synchroniser les stocks avec la production en temps réel et les mises à jour des achats afin que vous ne soyez jamais à court de stock. Et lorsqu'il s'agit de comptabilité, tout cela est également entièrement automatisé. Odoo crée des factures, suit les dépenses et résume les données avec l'IA, vous faisant gagner des centaines d'heures. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez choisir vos applications et même créer des flux de travail personnalisés afin que tout soit entièrement adapté aux besoins de votre entreprise. Faites passer votre entreprise au niveau supérieur en consultant gratuitement un expert Odoo dès aujourd'hui sur odoo.com/otc. Maintenant, en parlant d'Anna, elle a documenté une grande partie de sa vie sur les réseaux sociaux, comme TikTok. Comme beaucoup d'adolescentes, elle avait toujours son téléphone avec elle. Après la découverte de son corps, les autorités déclarent que le téléphone portable restait introuvable. Le FBI dit qu'ils ont retrouvé son téléphone dans les objets trouvés du navire. Un membre de l'équipage a déclaré l'avoir trouvé dans une poubelle et il semblait que le téléphone était endommagé et cassé. Maintenant, voici quelques détails supplémentaires, selon les enquêteurs.
La vidéo de surveillance montrerait Timothy Hudson quittant la cabine à 9h26 du matin le lendemain du meurtre de Kepner. Puis il revient à 9h48 du matin. Il quitte ensuite la cabine à nouveau à 9h50 et il semble, selon les autorités, qu'il avait quelque chose à la main. Les autorités le suivent ensuite sur les images de vidéosurveillance. Et ils voient forme qu'à 9h52 du matin, Timothy Hudson mettrait ses mains dans la même poubelle où le téléphone d'Anna Kepner sera retrouvé plus tard. Le FBI, en plus d'avoir les images de vidéosurveillance, a également récupéré le GPS du téléphone d'Anna et peut voir à quel routeur il se connecte sur le navire. Le FBI affirme avoir tracé ce téléphone et l'avoir vu suivre le même trajet que Timothy Hudson aurait emprunté jusqu'à cette poubelle, ce qui signifie qu'il aurait pris le téléphone d'Anna après l'avoir prétendument tué, puis l'avoir jeté à la poubelle. Les documents détaillent ensuite comment les autorités ont découvert qu'Anna Kepner avait été agressée sexuellement. Les détails de cette partie de l'histoire sont essentiels pour l'affaire et les accusations contre Timothy Hudson, mais ils sont trop explicites pour être évoqués ici. Mais en ce qui concerne l'ADN, il y a eu un grand rebondissement dans cette affaire. Aussi, avant d'aborder cette partie, je tiens à vous dire que tous nos documents liés à Anna Kepner qui ont été rendus publics, vous pouvez les retrouver sur notre application Law and Crime Plus, au cas où vous voudriez les consulter vous-même. Voici donc ce que nous savons. Le médecin légiste a effectué des prélèvements médico-légaux après agression sexuelle sur Anna. Et selon les enquêteurs, un écouvillon aurait révélé une correspondance avec l'ADN de Timothy Hudson. Mais voici le rebondissement. Il y a également eu une correspondance avec une personne que les autorités appellent le témoin mineur numéro 2 dans ces documents. Et ils précisent qu'il s'agit d'un garçon qui vit hors de l'État. Et ils affirment qu'il a eu des rapports sexuels avec Anna lors de cette croisière. On ignore pour l'instant les circonstances autour de cette personne et si cela pourrait susciter des doutes sur ce qui s'est passé. Les images de vidéosurveillance montrent seulement Hudson, le demi-frère de 13 ans, et Kepner entrant dans cette pièce. Et puis il y a le demi-frère qui a été écarté en tant que contributeur d'ADN. Le médecin légiste affirme que Timothy Hudson aurait agressé sexuellement Anna avant sa mort. Ce dont Timothy Hudson est accusé, c'est horrible. Et même s'il fait face à ces accusations graves, encore une fois, il n'est pas derrière les barreaux. Voici une vidéo de lui entrant au tribunal la semaine dernière avec son père. Les procureurs estiment qu'il représente un danger pour la communauté. Nous venons d'exposer ce dont il est accusé. C'est terrifiant, mais il n'est pas détenu en détention provisoire avant le procès. La défense affirme que les conditions dans lesquelles il vit actuellement sont suffisantes. Les conditions ont été mises en place pour qu'il vive avec son oncle lorsqu'il a été inculpé en tant que mineur. Et ils disent qu'il les a respectées à la lettre tout le temps. Maintenant, le juge a rendu une décision intéressante lors de cette audience sur la détention que nous suivions la semaine dernière. Car le juge a dit que Hudson pouvait continuer à vivre avec sa famille pour l'instant, mais il a aussi demandé au US Marshal de chercher un endroit potentiel qui conviendrait à Hudson et qui serait proche de l'endroit où sa famille vit sur la côte du Golfe. Timothy Hudson n'a encore que 16 ans, et le juge a dit que s'il était plus âgé, il n'y aurait même pas de question à se poser sur le fait que Timothy Hudson devrait être détenu avant le procès. Nous retrouvons l'ancien procureur du comté de Palm Beach, Dave Ehrenberg, pour discuter de cette affaire en Floride. Merci d'être avec nous. Vous avez lu? Il y a 145 pages, mais il y en a environ 20 qui exposent vraiment un récit précis que le FBI a élaboré en enquêtant sur cette affaire. Qu'est-ce qui vous a marqué? Si vous êtes procureur ici, qu'est-ce que cela implique pour Timothy Hudson? Ce qui m'a marqué, Chris, c'est la conscience de sa culpabilité. Et ici, vous avez l'accusé qui a été filmé en train de regarder à droite et à gauche en quittant la pièce. Et ensuite, il fait tout son possible pour empêcher son frère d'entrer dans la pièce. Il a dit « Attends dehors », car il se changeait, soi-disant. Et le frère a trouvé cela étrange parce que toutes les lumières étaient allumées, les rideaux étaient ouverts et il était évident qui avait été la dernière personne vue avec la victime. Mais en ce qui concerne la conscience de sa culpabilité, on le voit ensuite se promener sur le navire, filmé par les caméras avec le téléphone portable d'Anna Kepner, cherchant un endroit où le cacher. Et puis, pendant un moment, il se trouve à l'endroit où le téléphone a été caché, en train de placer le téléphone à cet endroit. Qui ferait cela à part celui qui a tué Anna Kepner? Vous savez, dans la deuxième partie, le lendemain matin, je crois qu'il est environ 9h30. Donc c'est après que les membres de l'équipage, selon le FBI, trouvent son corps. Et puis, on imagine tout le remue-ménage que cela aurait provoqué.
et ils disent donc que Timothy Hudson passe devant la chambre sans vraiment regarder à l'intérieur. Vous voyez, je veux dire, c'est sa chambre dont il parle. Et il passe devant sans vraiment regarder, il fixe simplement droit devant lui en passant. En même temps, vous savez, le langage corporel peut être très subjectif. Vous savez, cela peut signifier beaucoup de choses différentes selon la perspective à travers laquelle on regarde. Par exemple, comment le tribunal interprète-t-il généralement ce genre d'informations? Par exemple, quelle est la probabilité que tout cela soit présenté au procès? Ou un juré pourrait penser peut-être qu'il regarde ailleurs pour une raison ou parce qu'il se passait autre chose. Pour un sujet aussi subjectif, quelle est la probabilité que ces éléments figurent dans ce que les procureurs veulent en présenter? La question est de savoir si c'est une preuve pertinente. Si oui, elle sera admise, puis au juré de reconstituer le puzzle avec ces éléments. Qui est la dernière personne à avoir été vue avec Anna Kepner? Vous disposez aussi de toutes les preuves médico-légales. Vous avez toutes les preuves de son meurtre, de l'agression sexuelle. Mais ensuite, quand il s'agit de la conscience de sa culpabilité, oui, vous le voyez sur la vidéo rôder en cherchant une poubelle pour jeter son téléphone. Il se trouve là où son téléphone a été retrouvé, c'est lui qui l'y a mis. Vous le voyez sur la caméra, regarder des deux côtés pour s'assurer que personne ne le voit quitter l'endroit. Il est resté dans cette pièce pendant des heures, seul avec Anna. Vous ne revoyez jamais Anna. Je veux dire, il y a tant de preuves ici. Je pense que ça va être difficile pour la défense de prétendre que ça pourrait être quelqu'un d'autre. Sauf qu'il y avait des preuves ADN d'une autre personne qui aurait apparemment eu des rapports sexuels avec Anna pendant la croisière. Mais en même temps, cela pourrait aussi aider l'accusation, car cela établit un mobile. Pourquoi quelqu'un aurait-il soudainement perdu le contrôle comme ça? Vous avez quelqu'un qui avait une attirance profonde et de longue date pour sa sœur par alliance, et il s'est mis en colère quand il a découvert qu'elle était avec un autre homme pendant la croisière. Et c'est ce qui l'a poussé à l'agresser sexuellement, puis à l'étrangler jusqu'à ce que ses tympans éclatent. C'est glaçant. Et ça, enfin, je vais vous poser quelques questions sur certains des arrangements préalables au procès pour Timothée Hudson. Parce que, je veux dire, il n'a que 16 ans, je comprends, mais ce dont il est accusé est vraiment ignoble. C'est vraiment le cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas de caméra dans la cabine. On observe de nombreux allers-retours et on connaît les allégations du rapport du médecin légiste. Mais à quel point est-ce un problème pour les procureurs? Parce qu'en même temps, si vous êtes un très bon avocat de la défense, vous pourriez créer une réalité alternative, une histoire différente sur ce qui s'est passé. Aucune preuve ne montre ce qui s'est passé dans la chambre. Évidemment, Anna Kepner a perdu la vie, mais en ce qui concerne ce qui a précédé les faits, s'il y a eu une dispute, si quelque chose était consenti, il n'y a aucune vidéo qui prouve que cela ne s'est pas produit. Eh bien, vous pouvez parier que puisque l'ADN de l'accusé a été retrouvé chez Anna, l'argument sera que l'agression sexuelle était consentie. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'ils vont dire pour le meurtre, mais ils vont dire concernant l'agression sexuelle que c'était consenti, mais les preuves contredisent cela. Sa culotte a été retrouvée à l'intérieur d'elle, en boule, et cela correspond à une agression sexuelle agressive et involontaire. De plus, elle est morte à cause d'une prise d'étranglement. Je veux dire, c'était tellement intense, tellement brutal que ses tympans ont éclaté et il y avait des marques sévères ainsi que des signes d'échymose au cou et des bleus sur l'oreille. Ce n'était pas juste une relation sexuelle consentie. Je ne crois pas que quelqu'un puisse l'affirmer. En plus, vous savez, il y aura le témoignage de l'ancien petit ami d'Anna qui a dit que cet accusé s'était comporté de façon étrange autour d'Anna dans le passé, qu'il était obsédé par elle. Elle le savait. Pourtant, la famille détourne simplement le regard pendant que cela se passe. Oui, et vous savez, on entend parler de la façon dont les chambres avaient été réparties, et les parents étaient juste en face de l'autre côté du couloir. Mais ensuite, il y a cette dynamique étrange entre Anna et son demi-frère. Même si les parents et grands-parents semblaient avoir une très bonne relation, du moins selon les grands-parents. Ce n'était pas vraiment un secret pour ceux qui les connaissaient, il se passait quelque chose entre eux. Un témoin très clé, apparemment pour la première fois, il semble être identifié comme le demi-frère de 13 ans qui séjournait aussi dans cette chambre avec Anna Kepner et avec Timothy Hudson. Comment son entrée est sortie cette nuit-là et le fait qu'on lui ait demandé de rester hors de la chambre un moment influence-t-il la situation? Le FBI affirme qu'il a en fait dormi dans cette chambre avec le corps d'Anna sous le lit, ce qui est tout simplement terrifiant aussi. Comment influencera-t-il la manière dont l'histoire sera présentée au tribunal?
Il sera témoin parce que c'est à lui que l'accusé a dit de ne pas entrer dans la chambre d'une manière très étrange. Il séjournait là aussi. Et quand le frère a essayé d'entrer dans la chambre, l'accusé a inventé une histoire comme quoi il était en train de se changer, puis il a bloqué la porte. Et puis, le garçon de 13 ans a trouvé cela inhabituel parce que toutes les lumières étaient allumées, les portes étaient ouvertes, et il s'est juste rappelé à quel point c'était étrange. Maintenant, la défense pourrait essayer de le désigner comme le coupable, mais ce n'est pas lui qui a été vu en dernier avec Anna. Ce n'est pas lui qui essayait de dissimuler ses actes. Ce n'est pas son ADN qui a été retrouvé chez Anna. Donc, ce serait peine perdue. Je pense qu'il perdrait toute crédibilité auprès du jury. Je pense que la meilleure tentative serait d'essayer de rejeter la faute sur une personne quelconque à bord avec qui Anna a eu des relations sexuelles. Mais en même temps, cela aussi, je pense, pourrait être une cause perdue parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il ait commis un acte de violence autre que d'avoir eu des relations sexuelles consenties avec Anna. Donc, je veux dire, ils vont essayer n'importe quoi pour voir si ça marche, mais les preuves sont tellement accablantes contre l'accusé. Ouais, oh, que fais-tu comme avocat de la défense à ce stade? Je sais que tu pourrais dire que c'était consensuel. Tu sais, il y a toutes sortes de défenses possibles, mais il semble que quand tu compares, du moins à ce stade, je pense, quand tu compares à ce que le FBI allègue, ce n'est tout simplement pas suffisant, ce serait une tentative désespérée. On se demande qu'est-ce qu'un avocat de la défense peut faire à ce stade avec ce jeune client qui va devoir affronter une affaire vraiment, vraiment difficile et qui semble déjà bien ficelée. Selon ce qui est allégué dans les documents, N'est-ce pas? Eh bien, c'est pour ça que j'ai été procureur pendant longtemps et seulement récemment avocat de la défense, parce que ces choses-là vont être difficiles à expliquer. Mais ils peuvent essayer simplement de mettre le ministère public face à sa charge de la preuve et dire cela. Bien qu'il puisse y avoir des preuves de contact sexuel, les preuves ADN ne prouvent pas quand l'activité sexuelle a eu lieu, ni si elle était consentie. Cela ne prouve pas si c'était lié à la cause du décès ou qui a causé la mort. Ils peuvent essayer de dire que c'est l'autre gars sur le navire qui l'a fait ou le frère de 13 ans. Ils avaient tous la même cabine, n'est-ce pas? Et il avait accès au garçon de 13 ans. Ils peuvent affirmer que l'équipage accédait aussi à la cabine et vérifier si la chronologie de l'accusation exclut vraiment tout le monde. Ce sont ces choses-là. Il faut prouver l'accusation au-delà de tout doute raisonnable. Il suffit qu'un seul juré tienne bon pour empêcher le jury de rendre un verdict. c'est vrai. Oui, je veux dire, mais ça semble aussi vraiment difficile, tu sais, où les images de vidéosurveillance montrent qu'Anna Kepner entre dans la pièce. Timothy Hudson y entre aussi. Tu as ce garçon de 13 ans, mais il semble, tu sais, qu'au moins le FBI, tu sais, croit vraiment à son histoire. Il a aussi 13 ans, hein, je veux dire, c'est, tu sais, très, très jeune. Quand il s'agit des procédures préliminaires, la semaine dernière, on a vu Timothy Hudson, il est allé au tribunal et il a pu rentrer chez lui. Qu'est-ce que tu penses, juste en te basant sur le fait qu'il a 16 ans, mais vu la brutalité de ce meurtre, qu'est-ce que tu penses du fait que le juge lui ait permis de continuer à vivre chez son oncle? Tu sais, je pense qu'il y a un peu d'inertie ici parce qu'il avait déjà été libéré avant le procès, pendant tout ce processus, et qu'il n'avait enfreint aucune des conditions. Je pense que ça a facilité la décision du juge de dire, d'accord, on va continuer comme ça. En plus, il ne présente pas vraiment de risque de fuite. Je veux dire, c'est un mineur, il n'a même pas de jet privé. Ce n'est pas comme Didi qui peut en obtenir un facilement, Tu sais? un jet pour venir le chercher. Il n'a pas de véritables antécédents, donc il ne représente pas vraiment une menace pour la communauté. Et donc, je peux comprendre que même si c'est un crime très grave, ils ne vont pas le mettre en prison ou en détention avant le procès. L'autre chose importante, c'est son âge. Donc, je pense que tous ces éléments réunis, maintenant, il pourrait quand même être incarcéré à cause du fait qu'il aurait commis un meurtre odieux et une agression sexuelle. Normalement, si c'était un adulte accusé de ces faits, il ferait face à une détention provisoire avant le procès. Mais comme il est mineur parce qu'il a été en liberté jusqu'à présent et n'a enfreint aucune des conditions, et parce qu'il n'a pas vraiment les moyens de fuir, je pense qu'il y a de bonnes chances qu'il reste dans son statut actuel, ou peut-être qu'ils ajoutent une assignation à résidence. Je peux imaginer qu'il soit traité différemment d'un adulte. Oui, j'ai trouvé cela intéressant. Le juge a dit que s'il était plus âgé, il serait sans hésitation placé en détention provisoire. Mais je ne pense pas qu'on puisse simplement ignorer le fait qu'il a 16 ans.
Une autre partie de cette histoire dont on a parlé concernait tout précédent ou toute jurisprudence en lien avec cette affaire. Bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'il se passe quelque chose de grave sur un bateau de croisière. Mais est-ce qu'il y a quelque chose? Je veux dire, à quel point ce cas est-il unique? C'est un peu comme prendre du recul. On en a beaucoup parlé. Je veux dire, est-ce qu'il y a un cas, selon toi, qui ressemble à ce à quoi on fait face ici? Intéressant. Oui, il y a toujours un lien avec la Floride. On dirait. Ouais, ouais. C'est vrai, il y a un lien avec la Floride. Ce qui est inhabituel, c'est qu'on ne voit pas de violence comme ça sur un bateau de croisière, mais plutôt des gens qui tombent par-dessus bord. Tu as déjà vu ça. Mais aussi, on ne voit pas souvent des procureurs fédéraux impliqués dans des affaires de mineurs. La plupart de ces affaires sont poursuivies par des procureurs d'État, mon ancien métier. Mais comme cela s'est passé dans les eaux internationales, cela relève de la juridiction fédérale et donc ce sont les fédéraux qui s'occupent d'un mineur. Et ça aussi, c'est rare. Et c'est pour ça que cette affaire a attiré autant d'attention à cause des faits, parce qu'elle est tellement inhabituelle à bien des égards. Mais j'espère que justice sera rendue ici. Je pense qu'une partie de la raison pour laquelle nous sommes fascinés par cette affaire, c'est aussi parce qu'il y a des membres de la famille complètement ignorants qui ont permis que cela arrive alors qu'on leur avait montré des signaux d'alerte. Et pourtant, ils les ont tous réunis dans la même pièce pendant qu'ils faisaient la fête et ignoraient la réalité. Et je pense que ça dérange beaucoup de gens, à juste titre. Oui. D'ailleurs, dans ce type d'affaires, on aborde souvent l'aspect civil et une action pour décès injustifié. Mais dans ce cas, parce que vous savez, le père d'Anna Kepner était sur la croisière et sa belle-mère aussi. Par exemple, quand il y a une victime et que vous regardez certains membres de la famille, on pourrait dire qu'ils ont mis Anna dans une chambre avec quelqu'un qui l'aurait tuée, qui du côté civil pourrait engager une action pour décès injustifié. Est-ce possible dans ce cas, dans un cas comme celui-ci où il y a une victime? Ce seraient ses propres membres de la famille qui seraient poursuivis. Oui. Eh bien, Anna a, je suppose, ses parents biologiques et puis elle a des beaux-parents. Donc, vous voyez, non? Donc, il y a le père biologique, je crois, c'est bien ça. Le père biologique pourrait poursuivre au civil parce que c'est sa fille et il a confié sa fille aux soins de la mère et du beau-père et elle se retrouve morte. Donc oui, il pourrait intenter une action en justice. Il pourrait aussi peut-être même essayer d'intenter une action contre Carnival Cruise Lines. C'est difficile à faire, mais c'est le genre de mauvaise publicité que la compagnie de croisière ne voudrait pas. De plus, peut-être que davantage aurait pu être fait en matière de sécurité. Maintenant, il semble que les caméras de sécurité à bord du navire ont aidé à résoudre cette affaire et que la sécurité a agi quand elle le pouvait, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus que la compagnie de croisière aurait pu faire. Et c'est le sujet d'un procès civil. Oui, oui, on verra. Je veux dire, évidemment, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'en arriver à ce point de l'histoire. On verra ce qui se passe ensuite. Timothy Hudson est pour l'instant en liberté pour l'instant. Nous verrons s'il est finalement détenu en attendant un procès. Mais c'est vraiment une affaire incroyablement, incroyablement triste. Et cependant, de nouveaux détails émergent. Dave Ehrenberg, ancien procureur de l'État pour le comté de Palm Beach. Merci comme toujours d'analyser ces affaires de Floride pour nous. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci, Chris. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et sur Spotify. Nous diffusons également maintenant sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.